Eh bien, on va passer sans transition à peine la dernière, la dernière, en tout cas la table ronde suivante. Donc j'appelle, hop, je sors mon petit programme et j'appelle à venir sur la scène Alexis Vervial, qui est conseiller technique France Asso Santé, Nicolas Brun, chargé de mission santé pour l'UNAF, Marc Labour et Mathilde Migzinski, qui sont patients experts. Donc je vous laisse tous vous installer à la tribune. Alors, c'est juste en face de vous, vous verrez ce que vous projetez. Ok, Voilà. génial. Et pour bien viser, Alors, ça, je ne c'est sais en haut? pas. C'est vers là-bas? Ouais, ok. Alexis, c'est parti. Ravi à tous d'intervenir. Nous aussi, on a une super table ronde très conviviale. Vous allez le voir, on est tout dans la convivialité et dans la détente, puisque nous sommes la dernière intervention du jour. La dernière, mais peut-être pas la pire. Enfin, on l'espère. Donc, on est ravis. On va essayer de mettre de la bonne humeur, en tout cas, pour vous parler d'un sujet qui explose, hein, on peut le dire, dans les établissements de santé. Et on va vous parler de deux choses aujourd'hui. On va vous parler de l'expérience patient et des patients experts. Alors, c'est deux sujets qui explosent. Donc, on est ravis. Hein, on est un parterre de représentants des usagers. Nicolas Brun est lui-même représentant des usagers depuis fort longtemps, fort longtemps. Et puis, nous avons deux patients experts. Alors, aujourd'hui, il y a des changements dans les établissements de santé et l'expérience patient et les patients experts sont deux changements majeurs et on va essayer de les comprendre ensemble aujourd'hui. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qui est important, c'est que, donc j'avance parce qu'on va gagner du temps et le plus important, c'est d'écouter les patients experts. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, ces changements ont lieu au cœur des établissements de santé. Il y a plein d'établissements, dont des CHU, qui s'y mettent. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le CHU de Lille vient de recruter un directeur qualité et de l'expérience patient. Et donc, le mot expérience patient explose, chamboule, va dans les mœurs. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce fameux mouvement autour de l'expérience patient? Et puis ensuite, on aura la chance d'avoir deux témoignages de patients experts qui vont vous expliquer, parce qu'on a un vrai sujet pour comment créer la complémentarité entre les représentants des usagers d'un côté et ces patients experts d'ailleurs qu'on a découvert qu'ils habitaient à 300 mètres d'ici, incroyable. Et donc on a vraiment une chance aujourd'hui de vous expliquer comment on va pouvoir créer du lien entre des représentants des usagers et des patients experts pour tout ça, pour le bien-être du patient. Alors, vous avez déménagé depuis hier. Alors, premier point sur le mouvement de l'expérience patient. Alors, je vous ai mis un petit drapeau américain, non pas parce que je suis trumpiste, mais parce que le mouvement de l'expérience patient vient des États-Unis. Il vient des États-Unis, c'est d'ailleurs une traduction du mot patient experience, sans grande originalité. Et donc, l'expérience patient, c'est un mouvement qui vient des États-Unis et plus précisément de l'expérience client. Quand vous réservez un hôtel, on vous demande si vous avez été bien accueilli, si les toilettes ont été propres, si la dame de l'accueil a été gentille, etc., etc., etc. Or, aujourd'hui, il y a eu des cliniques privées aux États-Unis qui se sont dit, mais on fait de l'expérience client, pourquoi on ne ferait pas de l'expérience patient? Et de là vient le terme. Je tiens à le rappeler parce que nous, on est quand même des représentants des usagers, je me mets dedans, et on n'aime pas trop les notions de lucrativité, de marketing, etc. Mais il faut savoir d'où ça vient, ce mouvement-là, et ça vient de là. Et donc, moi d'ailleurs, je préfère plutôt que l'expérience patient avec un grand L au singulier, je préfère parler des expériences des patients, parce qu'elles sont toutes multiples. On l'a vu tout au long de la journée, vous avez vu des gens qui étaient en difficulté, il y a des gens qui vivent très bien leur hospitalisation, et puis il y en a qui le vivent très mal. Il y a des fins de vie qui se passent très bien, et puis il y en a qui se passent très mal. Et donc, l'expérience patient, de manière très simple, c'est
tout ce que vit le patient, son entourage, pendant qu'il reçoit des soins. Vous allez me dire, c'est gentil Alexis, ça ce que tu nous dis, la commission des usagers et les représentants des usagers, ça fait un moment qu'avec les plaintes, les réclamations, les éloges, les courriers, on est au courant de comment ça se passe. Sauf que là, avec ce mouvement qui vient des États-Unis, ça prend une dimension nouvelle parce qu'il y a des nouvelles techniques qui arrivent pour mesurer l'expérience patient. Et donc, on a fait un document avec Nicolas ici présent pour vous dire l'expérience patient, c'est une chance pour les représentants des usagers, vous allez le voir en méthodologie, parce que vous représentants des usagers, vous pouvez aider à recueillir ces expériences des patients. Et donc, l'expérience patient, c'est une opportunité pour vous de travailler avec les directions qualité pour recueillir cette expérience patient. Sans plus tarder, parce que là, bon, c'est une petite intro, je vous fais monter un peu la sauce, mais ce n'est pas le plus intéressant. Des exemples d'expérience des patients. Classiquement, on va l'appeler Jacqueline, hein, parce que je trouve qu'elle a une tête de Jacqueline d'ailleurs. J'ai pris mes dispositions pour arriver 30 minutes d'avance à ma consultation, parce que je ne voulais pas prendre le risque d'être en retard. Le médecin m'a fait attendre 45 minutes de plus. Expérience patient classique, je crois qu'on l'a tous vécu celle-là. Deuxième expérience, Micheline, après 6 semaines d'hospitalisation, j'étais vraiment impatiente de rentrer chez moi. Pourtant, le matin tant attendu, j'étais émue de laisser les infirmières derrière moi. Voilà, ça c'est un exemple d'expérience patient. Et puis on a Jacques qui est sur 2 retours d'intervention. J'avais une douleur, j'étais perdu. On a eu tout à l'heure le problème des sorties d'hospitalisation. Ça, ce sont des expériences patients. Mais vous voyez, toutes ces expériences patients, on n'en faisait pas grand-chose jusqu'à présent. La CDU faisait des enquêtes de satisfaction, mais on voyait bien qu'on pouvait aller plus loin pour capter cette expérience patient. Et donc, comment on fait ? Eh bien, aux États-Unis, ils ont mis en place des méthodes et notamment, je vais aller sur ce schéma qu'on a écrit avec Nicolas. Tu pourras peut-être nous en dire plus sur chacune des vignettes des rôles du représentant des usagers. Mais en tous les cas, comment on recueille l'expérience patient et comment le RU il peut participer à recueillir l'expérience patient dans un établissement ? Ben, c'est assez simple, vous allez me dire. Déjà, il faut recueillir et observer le vécu du patient. Ben, comment on fait ? Ben, vous avez classiquement les plaintes, les réclamations, les éloges, qu'on oublie souvent, mais aussi observer. Est-ce que nos RU aujourd'hui se baladent dans les établissements de santé ? Ben, pas forcément. Est-ce qu'ils vont en chambre ? Est-ce qu'ils ressentent, est-ce qu'ils demandent, ils questionnent les patients sur son ressenti. Donc vraiment l'étape numéro 1 de l'expérience patient, le recueil. Aller vers les patients, aller les voir ce qui se passe, voir ce qu'ils ressentent. Si c'est des personnes handicapées, ça peut être tout simple, hein, ça peut être aux urgences, il y a des matériels où il y a des chaises qui traînent, j'ai même pas accès aux toilettes, aux urgences. Enfin ouais, l'expérience patient, c'est relever tous ces points-là. Donc 1, le recueil. 2, l'analyse. Vous allez me dire, on fait déjà de l'analyse dans les commissions des usagers. Oui, mais là, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'on peut faire des entretiens avec des patients. Ça a été fait. Olivia Gross, ce matin, vous avez donné un exemple de représentants des usagers qui ont fait des entretiens. C'est un excellent moyen. Aujourd'hui, on a des questionnaires, mais les questionnaires, c'est des questions fermées. Quand vous rentrez dans le relationnel en discutant avec quelqu'un, c'est travailler la question de l'expérience patient. Et donc, on peut analyser avec des regards croisés, avec la direction, cette fameuse direction qualité et de l'expérience patient, ce fameux chargé de la relation avec les usagers, ben vous pouvez aller le voir et lui dire qu'il y a des nouvelles techniques pour mesurer l'expérience des patients. Donc ça, il faut confronter. Un RU qui mesurerait tout seul dans son coin l'expérience patient, ça n'a pas vraiment de sens. Ce qui change, c'est qu'il puisse échanger avec les directions qualité, avec les professionnels. Donc ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, évidemment, si tout ça, c'est pour qu'on recommence les mêmes choses, ça ne sert à rien. Donc pourquoi on recueille, pourquoi on échange ? Eh bien, pour travailler des actions à mettre en œuvre. Et donc ça, c'est vraiment le point majeur, parce que c'est difficile de faire changer les choses dans un établissement de santé. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant que c'est difficile, c'est une grosse machine, c'est aussi complexe qu'une centrale nucléaire, hein, parce qu'il y a de la blanchisserie, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui soignent, il y a des RU, il y a des familles, et donc c'est une vraie complexité. Donc mettre en œuvre des actions d'amélioration, le RU, il y a sa part. Le RU, il y a sa part. Il ne va pas les mettre en œuvre, ce n'est pas lui qui va
aller dans les services et améliorer le relationnel avec les soignants. Mais il peut regarder comment ça se passe. Il peut regarder si ça évolue, si ça s'améliore. Il peut échanger en commission des usagers. Est-ce que ça s'est amélioré, le relationnel? Est-ce que les personnes qui n'arrivaient pas à accéder aux urgences, on l'a relevé, on a fait des entretiens, on l'a mentionné à la direction qualité, on a rencontré le directeur, on lui a dit que ça n'allait pas. Est-ce que ça change? Le RU, il a sa part là-dedans. Et enfin, il faut mesurer. Est-ce que ce qu'on a dit, ça finit dans un rapport annuel ou ça finit dans la réalité? Ou les deux? Alléluia. Bon, donc du coup, on a un vrai sujet sur le suivi des actions. Et donc, l'expérience patient, ça vient des États-Unis, ça vient du domaine commercial, mais c'est une occasion de vous re-questionner sur comment est-ce que j'observe ce que vit le patient au plus près des équipes. Et souvent, on dit, les RE ne sont pas connus au grand public, ne sont pas connus du grand public. Eh bien, allons-y. Donc, je vous invite tous, et on vous invite, et c'est pour ça qu'on a fait un petit guide, à utiliser ces méthodes de recueil direct de l'expérience auprès des patients pour rentrer dans cette espèce de cycle et avoir vraiment d'être au plus proche de ce que vivent l'expérience des patients. Nicolas, en tant que RU, est-ce que toi, tu as des choses à ajouter à ce schéma-là? Est-ce que le plus dur, c'est quoi finalement? C'est de recueillir, d'analyser, de mettre en œuvre ou de mesurer l'impact? C'est les quatre, mon général. Non, mais tu as dit beaucoup de choses, donc je ne vais rien dire, et je pense que c'est plus intéressant d'avoir l'expérience des personnes qui sont à côté de nous. Mais c'est pour vous dire aussi que Alexis a évoqué le fait que ça vient du secteur privé, etc. Mais je dirais que le traitement des plaintes et réclamations, ça vient du secteur privé. Les premiers cercles de consommateurs dans l'industrie, c'est chez Le Sieur et chez Peugeot ou Citroën dans les années 50. On a réussi à commencer à travailler là-dessus en 96 dans les hôpitaux. Donc on voit bien que le domaine de la santé, qui était un peu un domaine privilégié, sanctifié, sanctuarisé, ouais, c'est pour ça qu'on ne me donne pas la parole. Mais c'est tellement bon. C'était le repas de ce midi était tellement bon que c'est vrai que c'est l'émotion qui me dit ça, Monsieur le Président. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas de problème à avoir à partir de ce que peut nous dire le privé. Après, ce qui change, c'est aussi le paradigme. C'est-à-dire que c'est de s'interroger comment, même pour les professionnels, comment une prise en soin part de l'expérience du patient. C'est-à-dire qu'on le met au début. Et puis tout au long du process, et pas à la fin. Et souvent, par le passé, on mettait les choses à la fin. Et au fait, qu'est-ce que pensent les patients, de quoi a besoin le patient? Là, c'est un repositionnement sur le début. C'est quels sont les besoins du patient et comment moi je m'organise en tant que professionnel de santé pour pouvoir répondre aux besoins de ce patient. Donc vous voyez que c'est une gymnastique qui n'est pas si facile que ça, y compris avec des professionnels qui n'ont pas forcément toujours été formés à ce schéma-là. Et donc, il y a vraiment un changement de paradigme, même de culture à avoir. C'est pour ça que l'expérience patient intéresse beaucoup de professionnels, et y compris son demandeur de formation. Et beaucoup de nos collègues, d'ailleurs, commencent à participer, peut-être certains d'entre vous, commencent à participer à la formation des professionnels en initial et en continu, pour pouvoir justement remettre ce positionnement-là. Et comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, on n'est pas là pour parce que c'est vrai que la représentation des usagers a souvent été vue, ressentie par les professionnels comme un peu une sorte de tribunal d'observation négative où on vient juger le professionnel. Là, on montre bien que non, on est des partenaires au même titre que les autres, que nous avons des expériences au même titre que d'autres ont des expériences ou une expertise qui est sans doute pas la même, mais qui est complémentaire, pour pouvoir justement améliorer les choses et avoir une action commune dans cette amélioration-là. L'expérience patient, c'est ça. Alors il faut se méfier simplement d'une petite chose, c'est comme tout mot, comme toute sémantique qui est à la mode. On s'est baladé par exemple avec mon ami et néanmoins complice à Santé Expo, qui est le salon de l'hôpital, enfin de l'hospitalisation et des professionnels de l'hospitalisation, et il y avait, je pense, pas un stand sur deux où on parlait d'expérience patient. Et puis quand vous regardiez les choses, c'est il est où le patient? Ouais, on développait une procédure, on développait un système, on développait un SI, un système d'information, etc., etc. Mais le patient, il n'était pas. C'est-à-dire à quel moment on l'a associé? À quel moment il a pu donner son avis?
À quel moment, collectivement, on a pu agir sur une méthodologie, sur un système mis en place, comment ont été recueillis les besoins et tout ça. Ça n'apparaît pas. Donc il faut vraiment, et ça c'est notre rôle en tant que représentant usagers, de toujours réinterroger, même si dans votre établissement on va commencer à vous dire oui, voilà, il y a une direction expérience patient, c'est OK, on a bien mis expérience patient dans le titre, maintenant comment on fait? Et comment on resitue cette expérience dans le process d'analyse du parcours du patient. Et puis enfin, et pour terminer, il y a les représentants usagers, il y a les patients ressources, il y a les patients experts, enfin peu importe comment on les parle, on voit bien qu'il peut y avoir des rôles différents. On peut être différent. Là, on est différent. Nous, on est des RU, vous êtes des patients experts. Mais on est complémentaires. Et donc là aussi, il faut qu'on fasse très attention à ne pas tomber dans le piège qui peut nous être tendu, et qu'on peut d'ailleurs nous-mêmes faire, c'est de s'opposer, d'être sur en termes de légitimité. Je suis plus légitime que toi. Non, chacun a sa place. Il y a des missions différentes, et on a fait une journée à France Association Santé au mois de juin pour justement expliciter un petit peu ces différenciations dans nos actions communes. Et c'est à essayer d'imaginer comment on peut agir ensemble pour faire un partenariat. Et là, si on va dans cette structure-là, on voit bien qu'on n'est plus 4 RU, y compris dans un grand CHU, qui ne représente que dalle, quoi. Enfin, faut être réaliste avec nous. Mais si on est 4 RU, plus, je dis n'importe quoi, 30 patients ressources, experts ressources, peu importe le terme. Et si on arrive à travailler ensemble, y compris avec les associations qui peuvent aussi être présentes au sein de l'établissement, qui peuvent aussi interagir avec l'établissement et qui sont sur les territoires, si on arrive tous ensemble à travailler ensemble sur des objectifs communs et déterminés d'une manière conjointe, eh bien là, on devient une véritable force de proposition, de participation, et pourquoi pas aussi d'aller un peu aiguiller un peu nos amis professionnels. Et je crois que d'ailleurs, inconsciemment, les professionnels sont aussi demandeurs de ça, parce qu'il vaut mieux anticiper les choses. Et je pense que dans un moment où beaucoup de professionnels s'interrogent sur le sens de leur action, cette participation avec les représentants usagers, avec les patients experts, avec les associations, peut redonner, et donc avec les patients eux-mêmes d'ailleurs, puisque la parole du patient aussi est recueillie, et donc c'est aussi une nouveauté, eh bien, peut redonner un sens à l'action des professionnels. Donc on a tous à y gagner, on n'est pas opposés, mais au bien au contraire, dans une forme participative et de complémentarité. Voilà, merci. Et donc du coup, Nicolas fait une parfaite transition. Donc vous avez que ce mouvement de l'expérience patient très intéressant à saisir pour les représentants des usagers. Et maintenant, je voudrais qu'on aille sur le deuxième mouvement qui va vous impacter, qui est celui des patients experts. Donc ça, c'est très intéressant. Comme disait Nicolas, on vous a fait un petit schéma, mais en gros, dans un établissement, désormais, les représentants des usagers ne sont pas seuls. Ils vont être, là on a mis les patients aidants ressources, mais en fait c'est une autre appellation, mais ils pourront s'appeler des patients aidants experts, partenaires, ils ont plein de noms, mais en tout cas c'est le même sens. Et donc les collectifs d'associations. Ce qu'on voulait vous faire aujourd'hui, c'est vous présenter 2 patients experts pour vous montrer à quel point ils sont complémentaires avec vous. C'est vraiment un fait important parce que, comme disait Nicolas, dans les établissements de santé, il n'y a finalement pas tellement de gens qui prennent la parole sur ces sujets-là d'implication des patients, etc., etc. Et donc, demain, le représentant des usagers, puisqu'on est aux assises des représentants des usagers, il a tout intérêt à travailler main dans la main avec les associations, les RU, les patients experts. Donc voilà. Donc, sans plus tarder, et surtout, on a écourté la présentation parce qu'on avait bien plus de slides notamment, mais c'est important que vous puissiez poser vos questions à nos chers patients experts du coin. Mais avant, on va les laisser se présenter. Ils vont nous dire qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et je crois que vous ne connaissiez pas tant que ça la représentation des usagers avant de venir. Et donc, on est ravis de vous présenter. On est ravis que les représentants des usagers vous rencontrent. Et donc, je vais vous laisser vous présenter et puis vous nous faire une petite présentation. Puis après, on prendra des questions dans la salle, j'imagine, qui seront nombreuses. En tout cas, merci de bien avoir voulu venir au milieu d'un parterre de RU. Et nous en sortirons vivants.
Bah, déjà, je me présente, je m'appelle Mathilde. Mon nom, bon, c'est polonais, donc vous n'allez pas déchiffrer déjà. Et donc, bah, moi, je suis déjà la responsable de la section race et environ de addiction alcool vie libre. Et donc, ben, une association néphalite où on est spécialisé dans les addictions. Voilà, donc on lutte contre les causes, pas contre la consommation ni les produits, mais contre les causes des problèmes engendrés par les produits. De là, donc, m'est venu aux oreilles que les patients experts existaient. Et j'ai eu la définition, enfin un peu une explication légère du docteur Lejeune à l'hôpital d'Arras sur ce que c'était. Et je m'y suis intéressée. Et ben, j'ai voulu postuler. Donc, comme je fonctionne jamais toute seule, j'ai embarqué avec moi. Voilà. J'ai embarqué avec moi mon pote de toujours, mon complice, Monsieur Labour, et nous sommes partis faire notre formation à Paris pour avoir une certification qu'on a eue tous les deux au mois de mars. Voilà, en tant que patient expert. Donc, la différence entre l'association où je suis responsable, où c'est un accompagnement général et bien sûr individuel de patients qui sont atteints par des addictions, voilà, qui sont touchés par les addictions. Patient expert, ça m'est venu en plus du fait que même dans l'association, une petite association, comme ils disent, on était vachement sollicité par le corps médical. À chaque fois, ils venaient nous demander des informations, des renseignements sur des cas bien précis, pas sur les personnes, pas des histoires sur les personnes, mais des cas bien précis qu'ils avaient à traiter. Et je me suis rendu compte que, main dans la main, je pense on pourrait faire un chemin. Et c'est ce qui s'est passé quand on est allé à Paris. Voilà, donc à Paris, j'ai appris qu'un patient expert est un patient qui a acquis une expertise, ayant donné lieu à une validation, une qualification ou une reconnaissance l'autorisant à exercer des fonctions, réalisation de missions et des enseignements, et puis assurer d'autres rôles au niveau de la santé. Voilà. Alors, moi, Marc, en fait, j'aurais voulu que le diaporama soit ouvert pour qu'on ait la première image qui représente notre association et vous verrez les logos, donc les partenariats et l'importance, en fait, ce qui a été dit précédemment. En fait, ça a été dit de manière cloisonnée, le RU, le patient expert. En fait, on est tout d'un coup. Puisqu'on était des malades, on était des guéris, on a été des accompagnants, on est représentant à la maison des usagers, et puis nous voilà parmi vous. Et plus fort, ok. Bon, je répète. Alors, je vais répéter. Donc Marc, je voulais dire que je voulais décloisonner ce qui avait, regrouper ce qui avait été dit. Tout avait été cloisonné dans ce qui est un malade, ce qui est un représentant des usagers, ce qui est un patient expert. En fait, on est tout à la fois, puisque on a été malade, on a été guéri, on est sorti de ce produit, on représente plusieurs associations. Donc la première, juste la première image, non, l'autre avant. Ça, c'est ce que Mathilde a dit, la première. Voilà. Donc, vous voyez les logos partenariales. Donc, on représente, nous, on représente l'association, on représente les patients experts, une autre association, et puis bientôt, ce qu'on va devenir ici avec vous, puisqu'on va s'engager. Voilà, c'est clair. Donc, en fait, c'est ce lien. C'est pas des cloisons différentes. On est tous dans une union et dans une cohérence, dans une cohésion. C'est très important pour moi. Alors, l'histoire racontée par Mathilde, moi, je l'ai vécue différemment, malgré que ce soit la même, parce qu'on a fait la route ensemble. Et moi, j'ai commencé il y a 23 ans. Et quand j'ai découvert, moi, cette histoire de patient expert, c'était sous Sarko. Un jour, j'ai découvert ça, que ça existait. Et je me suis dit, merde, on est accompagnant dans les hôpitaux, et il va falloir être accrédité, être reconnu, et ils vont vouloir nous coincer là-dessus. Si on n'a pas cette reconnaissance-là, on ne pourra plus agir. Franchement, j'ai eu la trouille. Alors, lorsque, avec Mathilde, on a eu l'occasion d'en discuter, ça m'est remonté. J'avais oublié ça, j'avais rangé ça dans un vieux coin.
Et le docteur Lejeune, quand il nous a interpellés, quand on est revenu d'un conseil national, on était 2 âmes en peine en train de remonter l'association. Et il nous a dit, mais qui mieux que vous pour faire ça? Alors quand on a un message comme ça par un directeur de centre hospitalier, enfin de XAPA, je vous jure que ça, on y va. Voilà, donc on a foncé dedans. Voilà. On a pris la voiture, on est monté à Paris et voilà, et on s'est lancé corps et âme. Et c'était une belle aventure. Peut-être que vous pouvez, du coup, il y a eu un début de définition qui a été posé. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement quel est votre rôle en tant que patient expert dans les services hospitaliers? Je suis désolé, j'avance un peu, mais pour qu'on ait dans les questions, pour que nos représentants des usagers de la salle se disent mais qu'est-ce que fait un patient expert au quotidien dans un établissement de santé? On va vous raconter ce qu'on fait. Alors, allez-y, les... C'est bon, ça marche? Oui, ça marche. Donc, nous, on est intervenu, un premier établissement hospitalier, c'était à Bichat, donc c'est les hôpitaux de Paris, parce que la certification, c'est avec le centre de formation des hôpitaux de Paris, mais on a fait notre stage au sein même de Bichat. C'est un établissement sur les 4. Et ça s'est passé, ça a été magnifique, notre première journée. On a été accueillis comme quelqu'un d'une équipe médicale. On a été franchement aussi bien, on était au même niveau que le psychologue, que l'infirmier, que d'autres patients experts, et on nous a complètement donné tout de suite de la confiance. On nous a remis les clés des chambres, donc on nous a envoyé voir des patients, et on a été accompagnés, on avait un référent, et il nous a laissé quand même travailler avec eux. Et ça a été toute cette différence qui est venue à ce moment-là, où en chambre, il y avait franchement là ce qu'on appelle le patient expert qui ressort, parce que comme moi j'ai été patiente, j'ai été atteinte de la maladie alcoolique, voilà. Aujourd'hui, je me dis guérie, parce que voilà, comme je ne consomme plus, je suis même plus abstinente, je suis plus que ça. J'ai dépassé la résilience, c'est-à-dire que comme aujourd'hui ma vie, il n'y a plus du tout de produit, quel qu'il soit, je ne me prive de rien. Donc moi, je ne me dis pas abstinente, donc guérie du problème. Voilà. Et c'est ce partage, c'est cette reconnaissance que j'en ai avec moi dans les chambres, d'aller voir les patients, et cette double vision où le patient me voit comme une malade rétablie, et moi, je le vois comme un patient en devenir. Voilà, quelqu'un qui va se sortir aussi du problème. Et cet effet miroir entre nous, c'est-à-dire que j'ai cette puissance à retourner dans ce qu'a été Mathilde, dans la personne qui consommait le produit, et aller puiser mes émotions, mes ressentis de l'instant où j'étais dans l'instant où la personne me raconte son histoire, et j'arrive à trouver cette faille où je m'insère dans son histoire, où je lui raconte le bribe de mon histoire, et donc il y a un dialogue qui se fait entre lui et moi, et donc il n'y a plus du tout de coupure entre lui et moi, il y a vraiment une symbiose entre nous deux, et lui, ça lui permet justement d'entrevoir ce qu'il pourrait lui devenir demain. Tu lui donnes du coup une image positive, et surtout tu parles de bilinguisme. Tu es bilingue, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez expliciter ce bilinguisme? Ouais, le bilinguisme, c'est d'arriver quand même à placer des connaissances et aux patients pour pouvoir aller déceler quand même l'importance qu'il aurait et ce qu'il a besoin, sa demande, son besoin là essentiel sur le moment. Et nous, après, avec nos émotions, nos ressentis de notre visite, aller le retranscrire avec des mots au groupe médical. Et donc, en fin de compte, ça, moi, je me dis, ça a beaucoup d'importance, parce que c'est franchement un gain de temps pour le patient.
c'est un gain de temps pour l'équipe médicale. C'est-à-dire que des fois, au lieu de passer 6 mois à chercher le pourquoi du comment, on arrive quand même à déceler quelque chose, juste une bribe d'un seul coup, j'ai besoin de ça, et je sens que j'ai besoin de ça, alors qu'il aurait peut-être fallu peut-être 1 an avant qu'il puisse comprendre. Peut-être que ce que tout le monde appelle le déclic, peut-être qu'il l'aura là ou pas. Moi, je dis toujours ou pas, mais au moins, ça fait quand même avancer. Parce qu'il faut penser quand même que c'est pas aller faire du chiffre, aller sortir un patient de la maladie, c'est pas ça le problème. C'est que déjà, il commence à aller mieux dans ce qu'il est. C'est déjà à y voir clair. Alors, oui, j'entends la passion de Mathilde, je la connais. Moi, je pratiquais, avant tout ça, je pratiquais déjà dans l'association en accompagnant, en tant qu'association Vie Libre. Et c'était pas du tout la même chose. C'est qu'en Vie Libre, j'évitais un peu de parler de moi, je parlais plus de mes connaissances. Les situations que j'avais connues, comment ça se passait, mes savoirs, les exemples que j'avais, les expériences que j'avais pu développer. Et là, je suis rentré dans un autre monde où je suis rentré dans mes émotions. On m'a demandé de travailler avec mes ressentis, ne pas parler de mes connaissances, mais de mes souvenirs. Et donc, j'avais fait le deuil de l'alcool, mais j'avais le deuil de mon histoire, je ne peux pas le faire. Et j'ai travaillé avec. Voilà. Donc, je suis allé rechercher la totalité et chaque jour, il y a quelque chose qui me remonte dans mon histoire de vie et c'est avec ça que je communique. Quand je rencontre quelqu'un en difficulté, j'écoute. Avant, j'écoutais pour comprendre vers où je l'aurais orienté. Maintenant, j'écoute avec mes tripes, qu'est-ce que je ressens. Je me dis, mais merde, putain, il en est là. Et là, je lui dis, mais vas-y, voilà, on y va. Et en fait, vous dire ça, c'est parce que ça a le trait commun à toutes les maladies. Je pense qu'ici, il y en a pas mal d'entre nous qui ont été abîmés par la vie. Et c'est une richesse fantastique. Moi, ma mission aujourd'hui, elle n'est pas de vous expliquer ce que c'est qu'un patient expert, mais c'est vous donner envie de le devenir pour mieux accompagner. Franchement, le bilinguisme, c'est notre cœur qui va permettre de, par exemple, sur un traitement, en fait, ça c'est l'origine des PE suite au sida, avec Catherine Turgis Tourette de Turgis, qui ont compris que les gens victimes du sida s'entraidaient et dans leur thérapie, se passaient des combines, et d'un seul coup, eux, les médecins perdaient les pédales, ils n'arrivaient plus à avoir de l'impact, ils n'arrivaient plus à communiquer, et ils se sont rendus compte qu'il y avait une énergie phénoménale et que les mecs, ils se passaient des combines. Et là, ils se sont dit, merde, il y a quelque chose là. Et elle a dit, il faut absolument développer ça. Et voilà, enfin, pour moi, c'est l'histoire que je connais. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité, mais c'est comme ça que je l'aperçois. Et c'est ça que j'ai envie de développer, c'est toutes les compétences. Moi, je ne rencontre jamais de malades des addictions. Je rencontre que des gens qui vont s'en sortir. Je les vois après, je ne les vois pas dedans. Voilà, je vois au-delà de ça. Ça passe à travers. Et franchement, je voudrais vous communiquer cette espèce de don qu'on a tous. Tout le monde l'a, ça. C'est pas un don, c'est en nous. Et il faut le développer. Il faut le développer. Voilà. Merci beaucoup, Marx, pour ce témoignage poignant. Donc, j'ai quelques questions complémentaires. On improvise, mais c'est mieux que tout ce qu'on avait préparé. Vous êtes encore meilleurs. On n'a pas préparé ça du tout, mais c'est encore mieux en live. Donc voilà. Ce qui m'a marqué, moi, dans votre histoire, donc j'aime bien cette idée de combine. C'est pas des savoir-faire, c'est des savoir-y faire et des savoir-être. Ce que j'aime bien, moi, ce que vous m'avez dit, c'est vous employez fréquemment le jeu, alors que vous l'avez vu ce matin, les représentants des usagers, ils sont au niveau institutionnel, avec la direction, ils parlent au nom, ils représentent au nom des patients. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'utilisation du jeu pour évoquer votre parcours de vie? Et quand vous allez dans les chambres, et que notamment, j'ai vu que vous alliez en chambre le lundi de 12 à 13 pour des groupes de parole, quand vous débriefez en chambre avec des patients, vous utilisez le jeu, vous utilisez votre propre vécu du parcours, de votre ancien parcours, pour améliorer le vécu de ces nouveaux diagnostiqués. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, au niveau des patients, c'est vraiment, en tant que... je ne suis pas différente de toi.
T'inquiète pas, moi aussi, je suis passée par là. Donc, on va se causer comme ça. Moi, on se tutoie. Et c'est crucial. C'est crucial parce qu'on va parler de choses qui sont vachement émouvantes. Je sais un peu les difficultés que tu es en train de passer, puisque je suis passée par là aussi. J'ai eu les mêmes problèmes que toi. J'ai eu les mêmes joies que toi. En fin de compte, ben, tu sais, on n'est pas différents. Et après, donc, il y a le jeu aussi avec le débriefing. Alors, le débriefing, c'est un entretien qu'on a avec nous, à Bichat, c'était avec le psychologue, hein, notre référent en psychologie. Et là, c'est pareil. En fin de compte, le débriefing, c'est pas aller raconter ce qu'on nous a raconté en chambre, ce que le patient nous a dit, ce qu'il nous a narré. C'est simplement nous, les émotions, les ressentis qu'on a eus, et là où on a été, je vais dire, choqués, marqués pendant notre entretien qui nous tient à cœur. Et ça permet aux psychologues peut-être d'approfondir, parce que cette sincérité qu'on ressort, ça vient de nos tripes. Et comme il y a eu ce dialogue entre le patient et moi, on s'est dit la même chose, pas avec les mêmes mots, c'est pas la même personne, c'est pas la même vécu, mais c'est les mêmes émotions qu'on a ressenties. Donc moi, je vais le retranscrire au psychologue, mais en parlant de moi. C'est pas le patient qui intéresse, c'est moi ce que le patient m'a apporté et ce que je vais pouvoir apporter. C'est ça aussi le bilinguisme, c'est de rapporter ça par rapport à moi. Rien n'est fait de l'extérieur, c'est vraiment, ça vient de là, du ventre. Et franchement, d'être patient expert, c'est en toute simplicité. Hein. Moi, je me suis fait un monde de ça. Je me suis dit, mais jamais je serais capable de faire ça. Mais si, c'est en toute simplicité. Il faut laisser parler ses tripes. L'important, c'est quoi? C'est que le patient qui est en face de vous, il s'en sorte. C'est de faire avancer les choses. Parce que c'est bien beau d'être patient expert pour avoir cette reconnaissance par rapport à nos grands pontes. Non, c'est la reconnaissance déjà de nos pères et qu'eux, ils puissent avoir cet espoir. Ben, peut-être, lui, il y est arrivé, peut-être que moi aussi. Voilà, c'est tout. Oui, alors, Je suis dans l'émotion, là. alors Bichat, ouais, moi, ce qui m'avait interpellé la première fois, c'est l'accueil, l'équipe complète, et puis le débriefing où le psychologue nous dit carrément « Donnez-moi, j'ai besoin, donnez-moi, dites-moi, expliquez-moi ». Mais j'ai dit, mais quoi? Mais qu'est-ce que tu as ressenti? Et à un moment, quand je m'exprime sur ce que j'ai ressenti, je le vois qui change. Lui, il change. Je me demande ce qui se passe. Enfin, je me rends compte que je suis en train de lui apprendre. C'était fou, hein. La situation était folle. Hein. C'est moi qui avais la blouse blanche, alors que c'est pas du tout ça. Hein. Jamais on va se substituer au rôle d'un médecin. Mais à un moment, j'avais cette espèce de trouble. Et quand je lui parle de moi, mon problème avec, c'est quoi le doute. Et il me dit, ah bon, ouais, sur une situation précise. Hein. Quand il a compris ma position avec le doute, ça l'a permis de comprendre et d'avancer. Et du coup, la situation de ce patient, elle a été révoquée 3 mois après. On n'a que des bonnes nouvelles, mais ça a résonné à travers toute l'équipe, psycho, les malades, les accompagnants. Tout le monde a travaillé sur cette histoire de doute parce que ça a résonné en chacun. On doute tous à un moment si on va se guérir, ce qui va nous arriver demain, comment on va mourir, comment on va vivre. Et le doute, c'est quelque chose de très... Et là, ça avait mis un point énorme. Il y a eu ça, et puis sur moi, mon histoire, une dame, je quitte sa chambre en lui disant... elle avait un problème avec un de ses enfants, et je lui dis, mais madame, de toute façon, vos enfants vous aiment. Et en sortant de là, je me dis, quelle connerie que j'ai dit, parce que son gosse, il la déteste. Et là, le psychologue, on en discute, mais il me dit, pourquoi tu lui as pas dit que son fils la déteste? Il me dit, oui, puisque c'est ta vie, tu as une fille qui ne t'a pas pardonné, tu n'avais qu'à lui dire qu'on peut vivre sans obtenir le pardon. Ça l'aurait conforté dans sa position. Et voilà, le jour où je n'ai pas parlé avec mes tripes, j'ai fait une boulette énorme. Bon, ce n'était pas une boulette, en fait, c'était bien repris et tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous voyez jusqu'à où ça peut aller dans ce qu'on peut
être de mal, entre guillemets, hein, parce que pour moi, ça n'existe pas, le bien et le mal. Dans la représentation qu'on a de quelque chose qui n'est pas bien, comment on peut en faire quelque chose de magique pour accompagner quelqu'un dans ses propres représentations. C'est ce qu'on disait ce matin à la posture, hein, de quoi je parle, de où je suis assis pour parler, hein, de qui je suis pour le dire, et à qui je m'adresse, et dans quel contexte. C'est tout. Ben là, il n'y a même pas la question, parce qu'on est dedans. Voilà. C'est ça, c'est vraiment un bain commun, on est tous dans la même baignoire, en fait, c'est génial. Franchement, c'est extraordinaire les moyens de communication qu'on peut avoir parce qu'on est la nature. Ouais. Alors, merci beaucoup, Marc, pour ce témoignage. On voit l'importance du suivi psychologique. On voit qu'on ne s'improvise pas patient expert. Vous avez parlé de formation, vous avez parlé de stage, vous avez parlé de suivi psychologique, vous avez parlé d'équipe. Alors, juste avant et après, mais j'en doute pas que la salle aura 1000 questions, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée votre intégration dans cette équipe? Est-ce que ça a été simple ou pas? Et peut-être nous dire ici à Arras vos difficultés. Parce que j'ai cru entendre qu'à Bichat, tout allait bien, Oui. mais à Arras, c'est plus compliqué. Donc là, vous nous dépeignez un super truc à Bichat. Vous essayez de mettre en place la même chose à Arras, c'est pas si simple. Non. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les réticences du corps, notamment médical, Oui. à mettre en place ce type de patient expert? Alors, au niveau du corps médical, au niveau de la cadre, c'est une gynécologue, ancienne gynécologue, ouais, c'est ça, qui était dans le service gynécologie pédiatrie et qui, son mari, lui, traitait un peu les sujets sur sur la dictologie. Elle est à la pointe de ça aussi. Elle s'est elle est partie complètement dans la dictologie, donc elle comprend, elle sait, donc elle nous suit énormément. Après, au niveau des addictologues, hein, donc les médecins addictologues, Madame Dubocage et Docteur Lejeune, c'est impeccable aussi. C'est en toute confiance. Ils sont toujours à venir nous solliciter, comme ils faisaient avant, mais encore plus, avec plus de jointure entre nous deux. Ils nous poussent et justement, ils ont demandé à avoir une formation au niveau de toute l'équipe médicale. La formation je sais pas comment expliquer, du corps médical, du patient expert, d'expliquer la représentation du patient expert dans une équipe généralisée au niveau médical, ce qu'on pourrait leur apporter spécifiquement, parce que nous, au niveau de l'équipe infirmière, c'est infernal. Infernal, c'est-à-dire que si on essaye de s'immiscer, d'essayer de placer une petite idée qu'on aurait du patient, pour aller un petit peu... Non, c'est mon patient, pas touche à mon patient. Donc, ça fait quand même des patients qui durent depuis 20 ans. 20 ans. Les gens sont en hôpital de jour. Il faut le faire quand même. 20 ans qui tournent à l'hôpital. Et donc, c'est complètement un frein au lieu de nous faire avancer. Bon, la bonne nouvelle, c'est en cours, donc il va y avoir cette formation et on risquerait, début 2022, de commencer à instaurer le patient expert au niveau de la dictologie à Arras, au niveau du XAPA. Mais c'est infernal, hein. C'est infernal. C'est un épuisement total. Parce que déjà, oui, c'est vrai que c'est très émotionnel de s'occuper de patients, d'accompagner au plus proche. Et c'est une perte d'énergie à se battre pour essayer que le patient aille mieux. Parce qu'à la source, c'est quoi? Que ce soit de notre côté, nous, anciens malades, ou que ce soit l'équipe médicale, c'est que le patient, il aille bien, qu'il aille mieux que ce qu'il est aujourd'hui. C'est tout. L'enjeu à venir, là, dans un temps bref, hein, l'équipe directrice et encadrante est tout à fait favorable à ça. Ils ont bien compris. Eux, ils ont parfaitement compris. Ils connaissent ce que c'est. Le frein, c'est l'équipe d'infirmières. Alors, bon, c'est bien de vieillir, en fin de compte, parce qu'elles vieillissent, elles partent à la retraite.
Bah oui, ouais, c'est bien. Et comme nous, on est déjà à la retraite, on a le temps, on sait qu'elles ne reviendront pas là, de toute façon. Donc, voilà. Donc là, le recrutement, justement, il se fait, je crois que c'est dans le cadre du recrutement, quand ils recrutent, ils doivent certainement poser la question, quelle est la représentation que vous avez des patients experts. Sinon, si vous ne voulez pas travailler avec, on ne va pas vous recruter. Je crois que ça doit se passer un petit peu comme ça là aujourd'hui. Voilà. Donc disons que les dernières réticences sont en train de tomber et l'équipe de formation de Picpus qui nous a formés, va venir faire la formation ici et on sera intégré à cette formation, alors pas pour être formé, mais pour s'adapter, pour faire le mix. On sera tous formés en même temps, en fait. Quelle pratique on va faire, comment on va faire, on n'en sait rien. L'équipe soignante non plus n'en sait rien et l'équipe formatrice non plus n'en sait rien parce que Arras, c'est pas Picpus. Voilà. Ici, on parle le ch'ti et quand on les invite à manger, ils sont fous de joie. Écoutez, je crois que vous avez eu un témoignage fort poignant de ce que c'est les patients experts. Sachez que c'est un modèle qui se développe en addicto, mais dans plein de maladies chroniques, que nous, représentants des usagers, vous voyez, c'est une belle rencontre qu'on a eue aujourd'hui. Je crois que ça vous a donné envie d'en savoir plus ce matin sur ce qu'on faisait à France Asso, etc. Je pense que c'est réciproque. Je crois qu'au niveau du timing, on est pas mal. Il est 15h27. J'imagine qu'il y aura des questions. Ils sont là, on les tient. Et en plus, ils habitent pas loin. J'imagine qu'on peut passer une phase de questions que vous auriez. Notamment, moi, je vois très bien le lien possible entre nos fameux représentants des usagers et vous. Suréchanger sur des cas, suréchanger sur l'expérience des patients, suréchanger sur créer une sorte de lien entre votre expérience et celle des représentants des usagers qui est complémentaire. Donc voilà, ça annonce une nouvelle ère pour la démocratie et une belle ère parce qu'il y a plus de monde à parler pour le bien des patients. Je te laisse prendre la main sur le tour de table. J'imagine qu'il y a des questions sur les témoignages. On est là, Maureen et moi, avec les micros. Donc, Monsieur Lebrun. Ce n'est pas une question, mais je voudrais dire qu'on est vraiment content de vous avoir vu, parce qu'on parle de vous, pas de vous spécifiquement vous, mais on n'arrête pas d'employer ce mot, et on n'en voit jamais, nous. Moi, honnêtement, dans mon hôpital, je commence à en voir, on commence à me dire que ça existe, mais d'abord, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, et puis on a un mal fou à faire comprendre qu'on est dans la même aventure. Enfin, on ne fait pas la même chose du tout, mais on est quand même par rapport aux patients. Bon voilà, donc on est vraiment content de savoir que ça existe, que vous êtes là et que ça peut exister ailleurs. Voilà. Alors, le quai des patients experts est grand ouvert et nous, on est en train de monter dans votre bateau parce qu'on s'est renseigné comment intégrer justement tout le système auprès de la maison des usagers d'Arras. Et vous avez entendu ce matin, on est intervenu par un mécontentement. C'est souvent comme ça que ça se passe dans les assemblées. Je passe pour un gros râleur quand il y a des assises parce que quand il manque des assos représentatifs, qu'on a 200 professionnels et qu'on n'est que 2 bénévoles, je vous jure que on rame. Hein. On rame. Quand on se retrouve dans les commissions locales santé avec 40 partenaires, l'ARS en face et qu'on est deux petits représentants d'associations, on lâche pas, hein. On est là. Mais voilà, et donc on vous rejoint, là. On va vous demander des conseils, des pistes. On n'est pas les seuls, hein. Il y en a d'autres qui veulent aussi. Et ben voilà, une belle rencontre. On avait une question là-bas, non? Une question là-bas. Ah, et puis là-bas aussi. Vous n'allez pas sortir. C'est pas grave. Moi, j'ai pas une question, j'ai une sollicitation à vous adresser à France Asso Santé. C'est vrai que même nous, ARS, alors puisqu'on est une agence, mais on est nombreux. En fait, moi, je suis incapable de vous donner l'état des lieux dans la région Hauts-de-France de tous
des patients experts qu'on a en région. Je connais, puisque quelquefois, il y a certains dispositifs qui sont levés par des collègues ou des partenaires sur... on parlait tout à l'heure avec la première intervention de Olivia Gross sur les médiateurs de santé pair, donc je sais qu'il en existe. Je suis heureuse de faire votre connaissance et je sais aussi que dans les programmes de TP, voilà, il y a des associations d'usagers avec des patients qui interviennent. Je sais aussi que dans le cadre de la formation initiale continue des professionnels de santé, il y a des usagers, des représentants d'usagers ou des personnes qui, grâce à leur savoir expérientiel, interviennent dans cette formation-là. Mais, et d'ailleurs, on l'a écrit, donc je sais que Monsieur Lebrun reviendra vers nous à ce sujet, et vous tous, dans le projet régional de santé, on a écrit un des objectifs sur justement le fait de pouvoir mieux faire un état des lieux de ce qui existe pour passer au niveau au-dessus. On sait, on en a parlé ce midi, que dans certaines régions, c'est peut-être plus développé que chez nous. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont faites, néanmoins, mais il faudrait peut-être savoir ce qu'il y a. Donc, si c'est un axe de travail suite à cette rencontre et essayer un petit peu d'identifier ce qu'on a dans les établissements, dans les centres de formation, voilà, on sait faire le bilan. Tout à l'heure, vous nous interrogiez sur les places que prennent les représentants d'usagers dans toutes les instances, mais tout ce qui est les places prises justement par des usagers, des patients sur ce genre d'accompagnement et de place, voilà, faut le construire et du coup, voilà, on est preneur et on vous accompagnera là-dessus. On rappellera à notre DG qu'on l'avait mis dans le PRS, n'est-ce pas, Monsieur Lebrun? Donc, une étude ou un état des lieux, voilà, pour un peu savoir d'où on part pour voir où on va aller. Et ça, c'est génial que vous soyez là, parce que en fait, c'est peut-être vous qu'on va rencontrer si on veut intégrer les représentants d'usagers à l'hôpital d'Arras. Alors, Bah, je lâche pas le morceau. Hein. Alors, je me tourne vers l'hôpital d'Arras et je crois savoir que il y a certaines personnes qui ont des positions stratégiques dans cet établissement qui sont assez proches de nous et des instances avec lesquelles on travaille. Donc, on reviendra vers vous et on verra la situation de près. Mais pourquoi pas commencer par le Pas-de-Calais. C'est pas moi qui vais être contre cette idée-là et de voir un petit peu autour ce qui s'y fait. Pas de souci. Qui sait, parce peut-être que... Ouais. Quand même, l'association Addiction Alcool Vie fait partie des associations des représentants des usagers déjà. Oui, Hein. agréé. On fait partie des 80. Agréé. On est le premier logo qui arrive en début de page. Donc voilà, non, c'était juste comme ça, hein, pour le dire. Hein, pour le dire. En tout cas, le patient expert d'aujourd'hui est peut-être le représentant des usagers de demain. Ouh là là, il y a plein de questions là. Vous allez jamais partir. Non, mais j'allais dire, de toute façon, j'ai entendu tout à l'heure qu'il fallait s'imposer. Pour se positionner, il fallait s'imposer. Ben moi, je vais m'imposer. Encore plus aujourd'hui que demain. Et encore moins que demain. J'ai une remarque à soumettre pour l'ARS, puisque c'est quand même l'ARS qui autorise les programmes d'éducation thérapeutique du patient. Et que je me lève. Et puis que pour avoir une autorisation en programme, il faut avoir forcément, enfin c'était peut-être avant, hein, mais il fallait avoir forcément un patient expert dans l'éducation thérapeutique. Et donc, il n'y en a pas qu'un seul, hein, il y a toute une armée d'associations. Je vois les reins, le diabète et tout ça, ils ont des programmes d'éducation thérapeutique accompagnés par des patients experts. Ouais. Oui, ce qu'on n'a pas précisé aujourd'hui, c'est parce que ces messieurs dames interviennent hors ETP, vous l'avez bien compris, on est dans le quart. Oui, mais vous avez raison, en fait, les programmes d'éducation thérapeutique sont des viviers de patients experts. Mais... Alors, si vous voulez. Alors, historiquement, hein, Association Vélib 1953, dans nos premières chartes, c'était la thérapeutique appliquée, en lien avec le docteur Fouquet à l'époque. Donc, on fait pas ce que vous faites, parce que ça fait 50 ans qu'on le fait.
Oui, une petite question, parce que là j'ai un doute. On parle bien de patients experts, mais dans les hôpitaux, ils nous parlent aussi de patients experts. Comment se fait-il, enfin Pierre-Marie, tu peux le confirmer, au CHU, on nous parle bien régulièrement de patients experts. Comment se fait-il que les patients experts ne soient pas référencés par les hôpitaux et donc communicables à l'ARS? Et est-ce que c'est bien la même chose dont on parle? Est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur d'appellation à un moment donné entre patient expert, patient traceur, patient ceci, patient cela? Ou bien quoi? Parce que là, j'ai un peu de mal à suivre. Là. On va demander la diapositive numéro 3. Voilà. Alors, on va pas ergoter sur les termes, parce qu'en fonction de la maladie, déjà, il change le terme. Entre le patient sentinelle, selon si c'est l'hémophilie, voilà. Alors, vous faites vilibre@gmail.com et on vous envoie tout ça par mail, il n'y a pas de souci. Si vous voulez le diapo, on vous l'envoie. Voilà. Après, il y a un autre aspect important à pas lâcher, enfin à pas mettre de côté, je veux dire. Mais c'est aussi le fait qu'il y en ait qui soient rémunérés. Il y a des personnes qui en font leur commerce. Il y en a d'autres qui sont rémunérés par les hôpitaux. Il y en a d'autres qui sont soutenus par des associations. Il y en a qui sont entièrement libres. Donc voilà, ça prête vraiment à confusion. Nous, on ne veut pas rentrer là-dedans. Pour l'instant, alors justement, l'hôpital d'Arras a déjà émis, l'ancien directeur, dès que les patients experts de Paris ont pris contact avec eux, la PEA, ils ont déjà émis l'idée de nous rémunérer. Alors Mathilde, je ne connais pas sa position. Je veux pas. C'est autre chose, chacun son truc. Moi, je suis à la retraite déjà de une, mais si j'étais pas à la retraite, c'est déjà quelque chose que je refuserais parce que ça me perturbe. Voilà, c'est personnel. Hein, c'est juste, je ne peux pas avoir un lien. Les employeurs, j'ai jamais eu de très bons liens. Je suis un indépendant, donc voilà. Je ne peux pas être encore dans tout mon humanisme si j'ai un salaire par l'hôpital. Ouais. Moi, ça me convient pas. Sur cette question spécifique, il y a une très bonne question, merci de l'avoir posée, monsieur. En fait, pour tout vous dire, c'est une constellation. Il y a une constellation de pratiques. Il y a en effet les patients experts qui interviennent dans des programmes de TP. Il y a les pères aidants, les médiateurs de santé père dont a parlé Olivia ce matin. Dans la psy, c'est des appellations spécifiques. Il y a l'Association française des hémophiles qui a sa propre appellation, qui est appelée les patients ressources sentinelles. La Fédération française des diabétiques appelle ces patients les patients experts. Donc, vous voyez qu'on est face à une constellation d'appellations qui troublent un peu les lignes. Certains font de l'ETP, d'autres pas, etc., etc., etc. Ce qui compte. Et après, vous avez l'appellation canadienne. Ce qu'on appelle donc le modèle de Montréal, les gens qui interviennent, on appelle les patients partenaires. Et donc, cette appellation, d'ailleurs, a plutôt un certain succès en ce moment, parce qu'il y a une diffusion du modèle de Montréal. Bref, ce qu'il faudrait, et il y a les premières recherches en sciences humaines et sociales, je vous transmettrai d'ailleurs, c'est intéressant, qui commencent à analyser la littérature sur toutes ces formes d'intervention, à essayer de trouver des termes un peu globaux qui expliqueraient qui fait quoi. Parce que finalement, tout ce qui rassemble tous ces gens-là, c'est qu'ils ont eu des savoirs expérientiels, qu'ils ont eu avec un vécu avec la maladie et qu'ils accompagnent d'autres patients. Bon, voilà. Pour résumer, simplement, on est encore face à un éclatement sémantique, mais qui est lié, on ne va pas se leurrer, à une discipline qui explose dans toutes les pathologies. Vous avez des gens qui veulent s'investir auprès d'autres gens de même pathologie. Et donc, le propre de cet éclatement sémantique, c'est que vous êtes dans une discipline qui se développe très fortement. Mais merci d'avoir posé la question, parce que c'est vrai que ce n'est pas très clair. Ça va, on l'avait préparé. Oui. Non, moi, je voudrais revenir sur une chose, parce que c'est tout à fait une sémantique quand on est en train de dire ça, parce que nos rôles en particulier, quand on est dans des associations, moi je reparle tout à l'heure de la transplantation, nous on est vraiment au cœur avec tous les transplantés, de pouvoir les aider, les supporter, quel que soit l'organe. Et notre vécu, il est aussi très important, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, puisque quand quelqu'un est en attente de transplantation ou quand il va être transplanté, il a envie de savoir ce qu'elle va être son devenir, quel est son espoir et tout. Donc qu'on soit patient expert, patient partenaire, parce que pour expert, il faut avoir fait une formation, qu'on soit investi dans un ETP quand il existe, parce que ce n'est pas toujours facile à mettre en place, mais notre rôle, il est important.
et qu'au niveau de ces patients, qu'ils soient experts, enfin de ce patient partenaire, je vais dire, pour être un peu plus large, il est important de le lier avec les RU. On disait tout à l'heure que la représentation d'un côté des RU ou la représentation des associations est importante, et je trouve qu'il est dommage qu'on ne se connaisse pas assez. Moi, aujourd'hui, je suis plus dans une association, puisque je suis transhépate, je suis le président de la Fédération des transplantés hépatiques des Hauts-de-France. Je milite beaucoup et je supporte beaucoup d'adhérents au niveau de ces personnes qui sont transplantées. On travaille sur énormément de sujets, sur le don d'organes, sur la transplantation. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'investir dans les RU. J'ai postulé sur des postes des RU parce que je pense que c'est vraiment un travail concomitant qu'on doit faire. Et que je pense que tous les RU devraient connaître quelles sont les associations avec les patients experts. Et idem, toutes les associations avec les patients experts devraient connaître quels sont les RU dans chaque établissement. Et ça, je ne sais pas comment trouver cette cartographie parce que c'est compliqué. Ensuite, j'ai une petite remarque à faire. On disait tout à l'heure, en particulier pour Arras, puisqu'on a regardé tout à l'heure, puisque moi je suis de la région arageoise aussi, et qu'au niveau de l'hôpital, est-ce qu'il est normal, quand il y a 4 RU, que ce soit 2 associations qui mobilisent les 4 RU? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir 4 représentations d'associations? Donc ce genre de questions qu'on doit se poser peut-être pour voir un peu comment on peut avancer. Non, mais sur ce dernier point, soyons très, très clairs. On a toujours préconisé, alors à France Assistance Santé, maintenant, mais à l'époque, au collectif interassociatif sur la santé, le 6, pour les plus anciens, pour ceux qui auraient éventuellement connu ce sigle-là, on a toujours dit que le mieux serait qu'il y ait 4 types d'associations différents pour avoir une diversité, parce que le patient, il peut avoir une vision famille, il peut avoir une vision d'une maladie chronique, il peut avoir une vision aidant et personne âgée, il peut avoir, et que donc la richesse de la représentation, c'est d'avoir des profils différents, parce que chacun a ses compétences, chacun a ses champs et ses marottes un peu là-dessus, et que si on ne met que les mêmes associations dans les mêmes établissements, on perd cette diversité-là. Mais il y a quand même la difficulté de trouver des gens. C'est-à-dire, c'est ce problème-là. C'est-à-dire qu'on a quand même dans beaucoup d'établissements, il ne faut pas se leurrer, et on nous le reproche d'ailleurs, hein, je vous rappelle quand même qu'on nous le reproche, qu'il y ait 20-30% des mandats qui ne sont pas pourvus dans beaucoup de régions, que parfois c'est au bout de la 2e, la 3e, la 4e relance, et qu'à la fin, peut-être que l'ARS n'a que le choix de trouver une association qui a la possibilité de fournir 2 ou 3 représentants, mais c'est toujours mieux que d'avoir une chaise vide. Donc voilà, il y a aussi notre responsabilité à nous de trouver et diversifier les choses. Et ça, c'est un élément important. Et c'est pour ça aussi que c'est aussi important la collaboration. C'est-à-dire que on risque de s'épuiser si on reste tout seul, c'est-à-dire nous, associations agréées, représentants des usagers. Je pense que la participation avec des patients experts va redonner une dynamique à tout le monde, à eux comme à nous. Eux, parce que là, ils ont le vent en poupe, c'est vrai que c'est aujourd'hui, le patient, comme on a dit tout à l'heure, hein, le patient ressource, peu importe comment on l'appelle, c'est maintenant, il n'y a pas un projet d'établissement qui ne parle pas de l'expérience patient, du patient ressources, il n'y a pas un discours politique qui ne parle pas de ça. Oui, ok, c'était la dynamique qu'on avait il y a 20 ans, il y a 25 ans, où là, quand on a commencé à mettre en place la représentation des usagers. Puis après, ça se complique, parce qu'il y a justement, il faut organiser tout ça, parce qu'on ne peut pas chacun faire dans son coin, son petit truc. Il faut qu'il y ait une organisation et il faut qu'il y ait des objectifs qui soient partagés. Et ça, il faut qu'on le travaille tous ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, et je pense que le vrai danger, c'est ça, c'est qu'on nous oppose. Et ceux qui nous opposent, rappelez-vous ce qu'a dit Olivia ce matin, ceux qui nous opposent, ce n'est pas forcément neutre. C'est-à-dire, si on joue les patients experts contre les RU, ou les RU contre les patients experts, on a tout perdu. Et qu'on ne réglera pas les cas individuels, les parcours, les machins, enfin tout ce que vous avez expliqué. Si on ne règle pas aussi les problèmes d'organisation, de sécurité des soins, si on ne traite pas non plus le droit, Olivia l'a très bien dit ce matin, le droit c'est jamais du acquis. On l'a vu aujourd'hui, on l'a vu durant la crise, que le droit, il peut être balayé extrêmement rapidement. Et donc cette vigilance-là, il faut toujours l'avoir, même si on ne doit pas se concentrer simplement sur le droit. Et qu'il y a d'autres nouveaux champs qu'il faut que l'on investisse. Donc là, il y a un vrai enjeu collectif, et je dirais même, il ne faut pas avoir peur, politique, à mener.
qui n'empêche que, bien entendu, il faut qu'il y ait de l'interaction personnelle, et avec tout ce que vous avez expliqué d'une manière absolument formidable. Et c'est indispensable. Et il y a un besoin qui est manifesté. Et plus la technologie, je dirais même, plus que la santé sera technique, et plus il faudra pour compenser ça, cet élément humain et ce rapport humain, et cette expérience et ces échanges d'expériences. Donc maintenant, c'est à nous organiser pour créer cette dynamique-là, et que vraiment on soit... Alors là, du coup, là, on peut utiliser le mot partenaire, hein, partenaire des professionnels de santé. Et complémentaire, bien entendu. En fait, ces assises aujourd'hui, elles ont permis cette grande avancée, cette rencontre patient-expert et les RU dans les deux sens. En fait, nous, on va intégrer, on va aussi favoriser cette communication. Mais vous, s'il vous plaît, si vous avez cette possibilité d'observer autour de vous, alors nous, c'est facile. On a un mouvement d'éducation populaire. Ça fait 20 ans qu'on pratique le développement personnel, l'épanouissement, la promotion sociale. Donc c'est aussi dans les maladies, rien de tel que pour se redresser, c'est une promotion et de donner envie à d'anciens malades, de personnes rétablies, de s'investir dans ce parcours de patient expert. C'est franchement une belle aventure et derrière, c'est tout ce que ça ouvre. Et voilà, et nous on est là, il faut surtout qu'on soit très très solidaires, hein, absolument. Merci Marc. Aurélie, je crois qu'il y a des questions en Oui, fond non, encore. mais juste, je voulais compléter et sûrement que Noémie me complétera, mais il y avait un travail avec l'Agence régionale de santé qui a été mené et des critères de désignation de représentants des usagers qui ont été travaillés, et notamment la diversité des associations. Il se trouve que parfois, effectivement, on ne trouve pas de représentants d'associations différentes. Et donc, il y a plusieurs associations présentes au sein d'une même CDU. Ça reste assez exceptionnel, mais ça arrive encore. Il y a d'autres critères qui ont été travaillés. Et de la même façon qu'on n'oppose pas représentants d'usagers et patients experts, je ne voudrais pas qu'on arrive à opposer des associations entre elles. C'est-à-dire, moi, je suis plus légitime qu'elle à être au sein des CDU. Travailler ensemble, même si vous n'êtes pas représentant des usagers au sein de cette commission des usagers, rien ne vous empêche de prendre contact avec les représentants et de vous exprimer à travers eux. Mais il faut collaborer et pas voilà. Je rappelle que quand vous êtes représentant d'usagers dans un établissement, vous ne représentez plus votre association, mais l'ensemble des usagers. Hein. Alors, moi, je propose un petit travail pour Noémie, pour l'ARS, puisqu'elle a fait cette ouverture. Il y a un projet régional de santé. Dedans, il y a un chapitre sur justement la démocratie sanitaire, la participation, etc. On était un peu en panne aussi avec le Covid, il faut le dire, donc on peut peut-être se relancer. Et je pense qu'il n'y a que l'ARS qui peut essayer de faire un recensement de ces différentes formes de patients partenaires ou experts, parce qu'il faut encore que les établissements acceptent de répondre. Le taux de réponse des établissements pour le projet des usagers, c'est autour de 90%, enfin de mémoire, un peu plus même maintenant, mais il a fallu des années. Donc je ne vous dis pas, même si c'est France Asso Santé qui se met à écrire aux établissements, on n'aura pas toutes les réponses qu'on souhaite. Donc moi, je propose quand même que ce soit l'ARS qui prenne en charge ce travail, à la demande de France Asso Santé, s'il faut une espèce de couverture légale, bon voilà. Et après, ce qui va se passer quand même, c'est que quand vous aurez les résultats des établissements, il ne serait pas inintéressant qu'il y ait un petit groupe je dirais, de responsables d'associations qui ont l'habitude de ces pratiques de patients experts, donc autour de la dictologie, mais peut-être du diabète, etc., et qui puissent être missionnés pour compléter ce travail, pour le rendre, je dirais, compréhensible par tout le monde, et qu'on puisse le diffuser, que ça puisse avoir une introduction, un machin, une conclusion, le rôle des soignants, en faire un petit travail, bien sûr, qui pourrait être rémunéré par l'ARS, bien entendu, et au titre de la démocratie sanitaire, c'est évident, et on fait bien d'autres choses. Et puis ça permettrait d'abord d'associer des assos en plus de représentants, et puis je sais pas, d'avoir un travail plus complet. Voilà ce que je propose, et ce qu'on fera dès demain. Monsieur le Président qui fait son lobbying politique, tout va bien.
Il y avait d'autres questions au fond là de gens qui n'ont pas parlé. Ah, réponse de Je me l'ARS. permets, je réponds aux Allez-y. 2-3 petits trucs. Alors, sur les critères de désignation, effectivement, comme dit Aurélie, je remercie Madame Gross, qui n'est plus là, mais qui a souligné l'effort de transparence qu'on a quand même essayé de développer sur les appels à candidature diverses, la publication pour l'équité dans l'information et la possibilité de tous de se positionner sur ensuite les résultats. Donc effectivement les critères sans surprise, on les affiche, on a concerté ensemble. Merci encore notamment à votre représentant de la commission représentation, Monsieur Vanqueleff, qui est très pointilleux là-dessus sur justement ce travail-là. Donc sans surprise, la diversité, bien sûr, il n'y a pas de chasse gardée d'association sur un établissement, quand bien même ce soit un établissement sur une prise en charge, par exemple santé mentale. Voilà, on assure cette diversité-là. C'est pas souvent facile. Nous, on est une institution et on a comme interlocuteur les associations. En tant que particulier, individuellement, vous nous sollicitez et on vous sent en difficulté. On ne veut pas non plus, nous, avoir ce rôle de condamnation et de mauvais rôle à avoir quelquefois, ne pas avoir désigné quelqu'un. On ne fait pas un choix contre quelqu'un. On est là dans une étude d'une représentation à avoir. On sait que vous le vivez mal quelquefois quand vous n'avez pas été désigné ou quand voilà. Mais effectivement, on essaye d'assurer. Alors quand il y a la même association, on sait que par binôme titulaire-suppléant, ça peut bien fonctionner aussi. Les critères, c'est aussi un équilibre entre les anciens et les nouveaux. Il y a des nouvelles associations qui sont agréées. Il faut leur laisser la place. Il faut leur laisser une chance. Il faut qu'elles soient formées. Mais voilà. Deuxièmement, donc sur cette... Alors, je n'ai pas le chéquier de l'ARS pour financer une étude ou des actions, mais je trouve ça effectivement... Alors, si on le commande ou qu'on le dirige, on ne pourrait pas le faire seul. Donc, je pense que c'est une bonne perspective 2022. Alors, à la fois, si j'ai bien compris, mais grâce au nouveau vice-président de la commission spécialisée droits des usagers de la CRSA, où est-il ? Il est parti. Monsieur Doptin, qui du coup représente France Asso, qui pourra largement le proposer dans des questions supplémentaires intégrées au rapport annuel droits des usagers. Et donc sur cette étude, effectivement, à compléter. Donc pas de souci. Oh là là, il y a encore pas mal de questions, je crois. Donc moi, je suis patient expert en diabétologie. Je suis RE aussi. Et par contre, je n'ai pas eu le même problème que vous au niveau du CH de Beuvry. Bon, c'est un CH aussi. Par contre, moi, je me suis présenté au personnel en leur expliquant vraiment ma mission et ce que je devais faire, et en leur disant aussi que je n'étais pas là pour leur prendre leur travail. Manque de bol pour moi, je suis aussi infirmier, parce que j'ai aussi la terre d'être infirmier. Alors, bon, ils ont vraiment eu peur que je moucharde après aux surveillants, mais je leur ai dit non, moi j'ai deux casquettes ici. J'ai la casquette RU, donc là quand vous me verrez en tant que RU, c'est que je ne serai pas content du service. Par contre, si jamais vous me voyez en tant que patient expert, je viens voir vos patients. Je ne viens pas voir votre façon de travailler ni quoi que ce soit. Et ça passe très très bien. Et ça fait 1 an où tous les jeudis après-midi, je suis dans le service de diabétologie. On va les envoyer en stage à Beuvry. Elles vont peut-être comprendre. Bon, moi, je voulais simplement poser la question suivante. Quand nous n'avons pas de patient expert dans un hôpital périphérique, un petit hôpital, est-ce qu'on peut faire appel à un patient expert? Par exemple, des patients diabétiques qu'on voudrait faire suivre par un patient expert. Est-ce qu'on peut en appeler un pour venir chez nous? Voilà, si on n'en a pas chez soi.
Oui, la réponse, elle va être toute simple. Hein. C'est à la bonne volonté du patient expert. C'est de le contacter s'il veut bien se On déplacer. revient tout à l'heure, il faut avoir la liste des patients experts, éventuellement, pour qu'on puisse les appeler. Ouais, mais attendez, on Parce s'est que rencontrés et vous allez donner envie à des gens de le devenir, vous allez Mais les bien avoir sûr, sur le terrain. mais bien sûr, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Donc, il faut Non, quand non, même non, un vous devis. avez raison. Vous Voilà. avez tout à fait raison, madame. Les établissements, mais attendez, comme les directeurs, vous avez autant de directeurs qui collaborent avec les RU que d'autres qui collaborent moins bien. Donc les patients experts, c'est pareil. Quand il y a des unités d'éducation thérapeutique, évidemment, il y a un vivier de patients experts. Quand il n'y en a pas, Quand il n'y en a pas, eh ben, voilà, il faut attendre que ça vienne ou Voilà, mais faire enfin, il faut appel à des attendre. associations sur le territoire attendre, donné. c'est pas passif, hein. Malheureusement, voilà, c'est à l'initiative. On peut pas les inventer, quoi. Hein. C'est Ben pas voilà. voilà, c'est comme les RU. Ouais. Alors, sinon, je peux vous donner une petite information. Je pourrais vous donner le nom d'une personne qui s'occupe d'une plateforme où il y a tous les patients experts répertoriés selon les catégories. Oui, c'est sur LinkedIn. Donc, oui, c'est une dame. Voilà, C'est une dame. Je vois qui c'est. C'est une dame qui est en train de répertorier tous les patients Là, experts. c'était un jeune homme. J'ai son nom. Donc, deux. Et donc, il m'a contacté, mais avec tout le boulot que j'ai, je ne vais pas recontacter. Mais effectivement, il y a une plateforme qui existe avec tous les patients experts répertoriés sur le territoire. Répertoriés, hein, celui qui a bien voulu s'annoncer en tant que patient expert. Il y en a d'autres. Après, c'est vous à voir au niveau de votre environnement. De toute façon, c'est tout par bouche à oreille. Hein. Vous allez avoir franchement des informations. Si vous allez chercher l'information, vous allez trouver réponse à votre question. Oui. Sûrement, on peut Oui, chercher et l'information. il y a, je voudrais rajouter qu'il y a des démarches en cours dans les établissements. Il y a des établissements, je pense notamment à la PHP, mais aussi des établissements sur les territoires. Je pense au CHU de Nancy. Il y a les gros établissements commencent à se poser la question, à se dire, mais c'est vrai qu'on a des poules de patients experts dans tout un tas d'endroits dans l'hôpital, et qui commencent à, déjà pour les connaître et les réunir, qui commencent à recenser. Et en effet, on est sur une thématique très émergente, et il y a certains des établissements qui n'ont pas ce listing, mais voilà, ça va venir. Non, parce qu'on n'est pas Et il y tous a des- les assos, évidemment, les assos Voilà. de patients. C'est Si vous voulez des diabétiques, vous allez à la fédération des diabétiques. Enfin, Voilà, je pense qu'il vous les faut- patients en addiction, vous allez voir Vie Libre. Enfin, voilà, il y a plein Oui, d'assauts d'accord, territoriales. D'accord, ça on peut faire, mais on n'est pas tous des CHU, et, hein, Ouais. loin de là. Hein, je pense les que- petits établissements peuvent aussi s'organiser, d'accord. Madame Corral. Oui. Docteur Corral. Je pense que justement, parce que patient expert, c'est vraiment une définition très particulière, puisqu'il y a une formation, il y a des choses comme ça. Mais il y a aussi des gens qui sont patients partenaires, qui n'ont pas encore fait ou qui ne sont pas encore à ce stade du patient expert. Et que dans les associations, on peut trouver par établissement des gens qui sont prêts à s'investir. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, dans l'étude dont on parlait avec l'HAS, sur pouvoir répertorier quels étaient les patients experts et tout par établissement et tout. Je pense qu'il faut aussi répertorier les bénévoles de certaines associations qui peuvent, eux, être les futurs patients experts de demain et qui peuvent s'investir. Parce que certains même font ce travail sans même savoir qu'ils pourraient valider leur connaissance. Donc je pense qu'il est aussi important de répertorier ces bénévoles investis au niveau des établissements. Et dans un établissement, pour pouvoir intervenir, vous êtes référencé. Ouais. Vous n'avez pas le droit d'arriver dans l'établissement et d'aller voir des oui. patients comme ça. Ah oui, on ne peut pas Donc, faire n'importe quoi. Voilà. Tout à Donc fait. on est référencé dans chaque établissement. Ouais, ça dépend, mais oui. Dernière question, c'est ça, Clément? Oui. Dernière question, The Last One. On espère que c'est la meilleure. Hein. Attention, sans vous mettre de pression. Hein. Eh bien non, il ne s'agit pas d'une question. Simplement, je veux revenir sur la situation du CH d'Arras. Alors, je suis moi-même sur le CH d'Arras. Alors, je suis au conseil de surveillance, mais pas en tant que RU, mais en tant que personne qualifiée. Par contre, je suis RU au sein de la commission d'activité libérale. Alors, je veux bien confirmer effectivement qu'au sein de la CDU, il y a 2 associations représentées qui sont l'UNAFAM et l'UFC Que Choisir. Il y a un titulaire, un suppléant pour chaque association. Et je veux aussi préciser qu'en 2019, au moment du renouvellement des membres des CDU, il n'y a eu que 2 associations représentées parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Donc ça, c'est une chose. Et puis, dernière chose, je veux témoigner de l'activité de ces 4 RU et même de l'hyperactivité de ces 4 RU.
Arras, c'est quand même un gros établissement. Il y a un bureau de la CDU qui a été mis en place. Et ce bureau de la CDU se réunit chaque semaine. Bravo. Ben voilà, c'était la dernière intervention pour mettre l'église au milieu du village, comme on dit. Voilà, on termine en beauté. Monsieur le Président, merci. On applaudit encore une fois nos super patients experts et le grand Nicolas Brun. Alors, deux informations techniques avant la parole à Monsieur Lebrun et Aurélie Cassaringran. Première information technique, donc par rapport à tous les supports, bien sûr, vous pourrez retrouver tout ça, pas d'inquiétude là-dessus. Deuxième information technique, on vous enverra un lien pour répondre à un petit questionnaire d'évaluation de la journée. On compte vraiment sur vous pour le renseigner, voilà. Avant Aurélie, un tout petit mot. D'abord pour vous remercier tous d'être venus. On avait peur pour cette réunion. Enfin, je veux dire, c'était l'idée d'Aurélie. Elle-même a eu peur qu'il ne vienne personne. Donc voilà. Donc, je pense qu'elle est rassurée. Merci aux gens de l'ARS qui sont restés pendant toute la réunion. Et merci donc aux salariés aux 28 salariés de France Asso Santé qui... non, on n'est pas l'URPS médecin. Non, je me trompe. Je me trompe. Voilà. Les quatre qui ont travaillé à cette journée. Un petit mot du programme de France Asso Santé pour l'année prochaine, si tout va bien, si on a le droit de se réunir. Il y aura forcément une manifestation à laquelle vous serez invités au début du mois de mars pour les 20 ans de la loi Kouchner, qui est une loi importante pour nous, quand même, faut s'en souvenir. On ne sait pas encore bien sous quelle forme. Quand on a interrogé vos établissements pour leur demander s'ils ont envie de faire quelque chose, déjà, vous verrez bien la réponse. Ça va déjà donner une idée. Il y aura forcément un moment, sans doute vers le mois de mai-juin, où on va parler ensemble de la médecine de proximité. Il y a des choses qui bougent dans la médecine de proximité, au terme de les DAC, enfin des médecins libéraux qui commencent à se mettre ensemble dans les CPTS, quelques-uns ont démarré avec la vaccination et le Covid en général d'ailleurs. Oui, tous les professionnels de santé libéraux. Donc ça se met en route, ça ne couvre pas encore le territoire, mais il y a des choses qui bougent. Et pour les DAC, je pense que ça bouge aussi, même si quelquefois c'est un peu dans la discrétion, parce que ce n'est pas toujours très facile. Bon, et puis le lien ville-hôpital, parce que le lien ville-hôpital, c'est bien d'en parler, mais c'est quand même vachement mieux de le faire. Donc, on se gargarise avec ce mot, mais franchement, il va être temps que nous-mêmes, usagers, patients, on dise clairement ce que c'est que le lien ville-hôpital, parce que ça commence à... Moi, ça me chauffe particulièrement, cette affaire, hein, parce que ça va faire quand même 5 ans qu'on en parle. Hein. Bon, il faut en parler à tout le monde, il ne faut pas faire ça en petit cercle. Voilà. Donc, quelque chose autour de la médecine de proximité, dans les territoires autour de sa maison, ça c'est autre chose. Il y aura forcément, à un moment donné, on va reparler du numérique. Parce que vous allez tous recevoir, à partir de janvier, on va vous intégrer dans mon espace santé. Vous allez être, les gens de la Somme le savent déjà. Donc on va laisser passer 6, 7 mois, 8 mois aller pour savoir comment ça se passe. Puis après, on fera le bilan de cette opération. Moi, j'espère que ça va marcher. Mais tant qu'on n'a pas fait le bilan, on ne sait pas. Hein. On se souvient du DMP, ce n'était pas si évident. Et puis, il y aura, en dernière manifestation de l'année, si on a encore de la force, au mois de décembre, à la première semaine, les deuxièmes assises de la représentation des usagers. Voilà. Et il a oublié les 20 ans de la loi Kouchner. Ah, vous l'avez dit. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai pas écouté. Le programme est trop dense pour l'année prochaine. Non, moi, je voulais juste... Ouais, on va embaucher. Je voulais juste vous remercier de tous être venus parce que c'est vrai que j'ai eu peur pour cette journée et que c'était mon idée. Je voulais remercier toute mon équipe parce qu'ils m'ont suivi et ils ont travaillé dur. Et je voulais vous souhaiter bon courage. Aussi remercier les intervenants, l'équipe technique, mes élus, mon président.